Bonjour à tous, merci de venir m'écouter. J'espère éveiller l'âme et la curiosité. Je vous livre aujourd'hui un étrange exposé dont la préparation m'a beaucoup amusée. Pour vous, mon cher public avisé et malin, Écho d'un végétal par Élise Collin. Je suis une chercheuse un peu particulière. J'observe la matière avec une lumière que l'on dit cohérente, à savoir ordonnée. Sa position, son front sont bien déterminés. Lorsque cette lumière atteint une surface, elle est rediffusée en mille et une places. Chaque rugosité diffuse à sa manière un fragment du rayon qui frappe la matière. Les différents retours du champ ainsi produit interfèrent alors pour créer comme un bruit un ensemble de grains dispersés noir et blanc que l'on appelle ici motif de chatoiement. En anglais du speckle, sujet qui me passionne, au cœur de ma recherche où ma raison s'étonne. Le speckle apparaît en maintes occasions: laser, échographie, radar ou ultrasons. Quand les constituants se mettent à vibrer, l'allure des motifs vient donc se modifier. Chaque grain se déforme au rythme du vivant, révélant dans l'image un léger mouvement. Ce domaine devient speckle dynamique, une technologie intrigante et magique. Aujourd'hui, je m'attarde au monde végétal, à la sève invisible et pourtant si vitale. Longtemps, j'ai étudié la forêt par radar en télédétection dans des images SAR. Depuis un satellite, on lit la canopée, on estime la masse ou hauteur des forêts, on mesure des troncs, on jauge l'épaisseur et l'on parcourt le globe avec un seul capteur. Mais j'ai changé d'échelle et laissé la planète pour observer la feuille à travers ma lorgnette. L'analyse évolue du paysage immense au mouvement secret qu'une feuille dispense. Mon regard s'est tourné vers la sève invisible, un signe du vivant, discret mais perceptible. Tous les frémissements de feuilles qui trahissent la déshydratation, soif ou autre supplice. La respiration lente au battement feutré révèle son état, son stress, donc sa santé. Hélas, les instruments dont l'usage est courant pour suivre le chemin de la sève au-dedans ne donnent qu'un seul point de mesure isolé, ce qui, vous comprenez, ne peut pas me combler. Moi, je voudrais saisir une image du flux, même plus ambitieux, capter en continu l'invisible pour l'œil, la feuille en vibration. C'est là le fil nouveau de mon exploration. Le speckle associé aux sciences du vivant fut d'abord étudié pour observer le sang. Laissez-moi vous conter comment l'image est née. Le principe est tout simple. Il faut imaginer qu'à l'aide d'un laser, on éclaire la peau, on enregistre alors l'ensemble des échos. En quelques courts instants, le signal est filmé par une caméra en séquence animée. La lumière au laser est toujours cohérente. Si par elle on observe une zone vivante, pendant qu'on enregistre en retour une image, les grains de chatoiement ne demeurent pas sages. Durant ce qu'on appelle un temps d'intégration, le sang d'un capillaire est en circulation. Tout se passe comme si, pendant ce temps donné, on moyennait l'ensemble des intensités. Même si c'est très court, le signal résultant sera comme un peu flou parce qu'il est mouvant. Si la vitesse est faible, alors l'effet est doux. Plus la vitesse est grande, et plus grand est le flou. En pratique, on acquiert des dizaines d'images pour mieux évaluer le flou qui s'en dégage. À partir du signal ainsi, nous calculons un seul coefficient qui répond au doux nom évocateur, coefficient de variation. En optique, on préfère une autre appellation, contraste de speckle, et c'est la même chose, en laser ou radar, c'est bien la même cause. Mathématiquement, ce contraste s'écrit écart-type sur moyenne pour la série. On enregistre donc une séquence entière d'images de speckle avec cette lumière. Et en chaque pixel de l'image, on calcule de si simple façon que c'en est ridicule ce paramètre-là inversement lié à la rapidité ou taux d'activité. Le flou reste léger pour un mouvement lent, et donc dans ce cas-là, notre contraste est grand. Mais plus on accélère et plus le flou grandit, et plus inversement, le contraste est petit. Une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Voici donc un exemple auquel j'aurai recours. Qu'arrivez-vous à voir? Une nuit étoilée? Peut-être pour certains une chaîne cryptée? Regardez un peu mieux, vous voyez quelque chose? Assistons donc ensemble à sa métamorphose.
Le contraste inversé révèle un paysage. C'est la circulation sous la peau du visage. On distingue aisément dans ce flux calculé les réseaux de vaisseaux finement révélés. Mais revenons alors au sujet de mon thème. Pourquoi donc, direz-vous, ne pas faire de même pour la sève qui monte au plus fort de la feuille ou observer ce qui advient quand on l'accueille? La plante, elle aussi, vibre et respire en dedans, peut-être verrons-nous la sève circulant. Nous avons donc tenté cette transposition, par laser, une feuille en illumination. Et nous avons filmé, patients, sans foi, sans bruit, et scruté le speckle, jour après jour ou nuit. J'attendais que la sève imprime son passage, qu'un léger flou trahisse un discret balisage. Mais rien ne révélait un mouvement notable, à part quand je bougeais négligemment la table. L'image de contraste attendait silencieuse. Parfois, mon cher collègue, dans sa fougue fiévreuse, me disait voir trembler des grains particuliers, et pourtant, mon contraste était toujours bruité. Par rapport à du sang, la sève est bien plus lente. J'exposais plus longtemps, je sais être patiente. Dans le meilleur des cas, j'obtenais ce signal qui était à l'envers. Ce n'était pas normal. La sève ne pouvait pas rester immobile tandis que notre feuille évoluerait fébrile. Mais où était l'erreur? Un capteur mal réglé? Ou dans ce végétal que l'on avait sondé? Nous avons questionné le laser, sa couleur, et remis en question aussi les profondeurs. La méthode marchait pour le sang sous la peau, pourquoi donc pour la sève aucun résultat beau? Pour que le chatoiement se trouble en un instant, il faut que dans l'image, un motif soit changeant. Il faut se résigner. Quand le flux est trop lent, la trame reste nette et c'est bien évident. Aucun flou ne s'imprime au cours du temps de pause. La sève, c'est trop lent, il nous faut autre chose. Si le flux est trop lent, rien ne le défigure, le contraste est donc nul car c'est dans sa nature. Et je ne comprends plus. C'est à devenir fou. Plus la vitesse est grande et plus grand est le flou. Donc si l'on calculait le contraste à nouveau, si l'on va très très vite, on retourne à zéro. Et entre ces deux cas, que va-t-il se passer? La courbe de contraste devrait s'inverser. C'est d'ailleurs pour cela que dans le meilleur cas, je vois tout à l'envers. Oui, enfin, eureka! L'erreur n'était donc point dans un capteur rebelle, ni dans le végétal, mais bien dans nos modèles. Pour valider cela et fixer la notion, nous avons employé un disque en rotation. Nous souhaitions vérifier notre compréhension des divers résultats que nous interprétions. En le faisant tourner à vitesses diverses, nous maîtriserions mieux où la courbe s'inverse. Pour un disque immobile, en chacun des pixels, le signal est constant comme en état de gel. Chaque image est alors un chatoiement bien net, constante au cours du temps, qui garde ses paillettes. Vous avez bien suivi, là le contraste vaut, ne soyez pas timide, ici il vaut 0. Quand le disque va vite, on ne voit qu'un brouillard, un flou bien uniforme, un halo sans hasard. Et je vous redemande à voix haute à nouveau, tout est flouté, bloqué, le contraste est 0. Et entre ces deux cas, bien nécessairement, le contraste s'inverse et c'est bien déroutant. Grâce au disque tournant et nos tests rigoureux, nous avons confirmé ce qui semblait curieux. Nous avons observé ce fait non rapporté par les autres chercheurs dans la communauté. Voilà ce qu'entre nous nous avons appelé la courbe de la bosse, en labo révélé. Et en animation sur le disque tournant, nous pouvons contempler l'inversion survenant. De retour à la feuille, on comprend mieux alors toute l'opposition malgré tous nos efforts. L'écoulement de sève est forcément trop lent pour se laisser capter aussi facilement. Trop lent, le mouvement n'efface pas les grains, il fige le motif, ne voit pas les chemins. Trop rapide, il dilue et rien ne reste en place, le motif se dissout, l'image perd sa trace. Et moi j'avais placé ma lecture au milieu, bien trop loin pour voir flou, bien trop près pour voir mieux. Dans le cas précédent, si on se souvient bien, chaque image de sang était sans aucun lien avec la précédente, aucune ressemblance, pas de corrélation, mais une renaissance. Dans chaque acquisition, un motif différent, aucun fil conducteur, aucun lien évident. Mais ici, tout changeait dans nos observations. Les motifs restaient là, figés en position. Et d'une image à l'autre, un pas presque invisible était tout le signal que l'on rendait lisible. Peut-être le contraste auparavant utile pour ces mouvements lents n'est pas le plus fertile. Alors vint cette idée d'une rare clarté. Et si nous comparions leurs similarités? De l'une à l'autre image, à peine séparées,
c'est la corrélation que l'on peut mesurer. Au fil de nos échanges, au cœur de nos tourments, nous avons conçu là un autre traitement pour suivre nos données. Nous avons délaissé le flou de chatoiement qui peine à s'imposer et choisi d'observer le discret glissement, le lien entre deux vues pour suivre un mouvement et aussi d'espacer l'écart entre deux vues pour mieux déterminer où se produit la mue. La clé pour observer? Figer le chatoiement pendant l'exposition, puis attendre longtemps pour observer nos grains dans un lent glissement léger mais perceptible entre deux des instants. La clé n'était donc plus le temps d'exposition, mais désormais celui de la répétition. Alors j'ai resserré l'échelle du regard. J'ai traqué dans la trame un plus subtil écart. J'ai sondé les pixels, leur non-égalité, dans ce nouvel index dissimilarité. Et là, révélation, notre image soudain était pleine de sens, compréhensible enfin. Ce n'était plus du sang ni le flot des artères, mais la sève en montée dans ses lentes affaires. Une sève tranquille aux pulsations discrètes que seul un œil patient, attentif, interprète. Puis nous avons joué avec un brin d'effort, un brin d'effroi aussi, avec la mise à mort d'une feuille coupée fraîchement d'un figuier. Et regardez un peu les flux évoluer. Pendant 2 jours entiers, nous avons calculé le flux que nous livrons ici accéléré. À peine une heure passe, et déjà, sous nos yeux, la sève se retire en un filet soyeux. Plus qu'une seule veine et c'est la décadence. On assiste en direct à une sénescence. Un manque de chemin pour tous ces nutriments, tandis que tout autour crie le flétrissement. Le tissu se contracte et l'on voit maintenant la déshydratation en spot se modelant. Ces taches sont un signe, un peu comme une ride, un indice vivant d'une vie qui se vide. Jamais jusqu'à ce jour, sous la lumière externe, la sève n'avait dit sa pulsation interne. À notre connaissance, on n'avait jamais vu, de manière aussi fine, évoluer ces flux. C'est un regard nouveau qui s'ouvre sur la trame, et il nous reste encore un ambitieux programme. J'espère avoir gardé en partie l'attention de mes chers spectateurs, voici ma conclusion. Rimer sur du speckle est peut-être futile, pourtant c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. J'ai appris que le flux ne crie pas ses secrets, qu'il faut parfois s'asseoir, écouter, sans décret. La plante est une énigme au rythme végétal qui parle en millimètres et un temps qui s'étale. J'ai modifié l'échelle et non pas l'organisme, ce n'était point l'objet le défaut, mais le prisme. Le speckle était là, vibrant, mais trop discret pour un œil trop pressé ou un code imparfait. Et grâce à ce réglage aux confins du visible, j'ai rendu le vivant dans la feuille lisible. Là où bat notre cœur 1000 fois dans un moment, l'arbre pulse une fois, lentement, patiemment. Alors il faut des yeux qui prennent le silence, des outils accordés à la lente cadence. Non pour voir plus de bruit, mais pour mieux voir le peu et capter ce qui bouge entre ombre et lumineux. Car parfois le réel se déguise en chaos et l'ordre se dérobe au premier des niveaux. Mais sous l'agitation, une estampe persiste, et seul un œil patient, obstiné, lui résiste. Ce qui semble bruité, confus, aléatoire, devient langage un jour pour qui veut bien le voir. Le chercheur aguerri accepte de douter, de refaire 100 fois ce qu'il croit maîtriser. Non pas pour imposer des lois à la nature, mais pour en épouser l'infime architecture. Dans une image instable, une donnée bizarre se cache une réponse à ce fameux hasard. Et ce désordre un jour devient cartographie, un tracé du vivant, une forme, une vie. Car il faut bien du temps pour qu'un sens apparaisse, et 1000 égarements avant qu'une idée naisse. La recherche est un art de marcher à tâtons, de tomber, d'essayer, de renaître au bon ton. On croit déjà comprendre, on découvre un langage, et dont on devient lecteur des secrets du feuillage. On apprend que l'erreur n'est jamais qu'un détour, une étape au modèle qui verra le jour. Et s'il faut un métier pour lire un végétal ou le bruit apparent qui habite un signal, je crois bien qu'il s'agit du métier de chercheur qui accepte de prendre un temps pour les erreurs, ou celui d'écrivain qui, pesant chaque mot, façonne un doux récit pour en livrer l'écho.